Salut, moi c'est Salomon, bienvenue sur ma chaîne français. Dans ces cours, nous allons en parler un tout petit peu de tout ce qui concerne technologie, spécifiquement les domaines de AI dans lesquels je me spécialise. Depuis près d'une dizaine d'années, je travaille dans ces domaines de l'intelligence artificielle ou communément appelé du machine learning ou la machine qui apprend. Sur cette chaîne, nous allons essayer de partager ensemble quelques fondations de ces domaines de l'intelligence artificielle, mais aussi apprendre à petits pas qu'est-ce qui fait le soubassement ou la force de cette technologie. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons de ChatGPT, nous parlons de Claude Code que beaucoup utilisent dans plusieurs cadres, dans plusieurs domaines. Dans cette série de vidéos, nous allons parler un tout petit peu du soubassement de cette technologie. Quelles sont les mathématiques que nous avons peut-être appris à l'école ou pas, qui font la force de ces notions. Donc, si vous me retrouvez pour la première fois, vous pouvez trouver ma chaîne en anglais si vous êtes anglophone, Dr. Kabongo, ou si vous parlez une langue africaine, quelques langues africaines, vous pouvez me retrouver sur les plateformes d'Arakili. Vous pouvez voir les liens là et aussi les QR codes pour rejoindre la communauté Dr. Kabongo ou aussi la communauté d'Arakili si vous êtes africain descendant et qui veulent apprendre la technologie dans les langues africaines. C'est quelque chose que nous faisons avec Darakili. Pour aujourd'hui, nous allons passer du temps à comprendre c'est quoi exactement l'intelligence artificielle, quelle est la technologie qui est derrière cette classe d'opérations que nous voyons aujourd'hui presque partout. Partout on passe, à la télé, à la maison comme au travail, tout le monde parle des AI. Alors restez avec moi parce que nous allons parler d'un problème simple. Nous allons essayer de rendre l'ordinateur suffisamment ignorante afin qu'elle oublie la notion d'addition et nous allons l'aider à redécouvrir c'est quoi additionner deux nombres. Si je vous pose la question ici, c'est quoi 1 plus 3 ou c'est quoi 2 plus 3, c'est facile, tout le monde lèverait la main et dirait 5. Mais supposons que l'ordinateur ne connaisse pas. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'acquis, nos calculatrices. Partout, nous avons nos téléphones, nous pouvons faire l'addition aussi aisément. Mais supposons que l'ordinateur a oublié ça et nous allons l'aider à redécouvrir c'est quoi l'addition. Et au fur et à mesure, avec cet exemple trivial, comme vous connaissez tous la règle de l'addition, vous allez comprendre comment l'ordinateur quitte de l'inconnu pour arriver à découvrir cette notion d'addition. Alors restez avec moi sur cette vidéo. Nous allons commencer par présenter c'est quoi les modèles, les types de modèles des résolutions des problèmes. On a les modèles traditionnels, on a les modèles du EI. Et après, on va parler de comment l'EI apprend. C'est là qu'on va entrer dans le détail un peu mathématique. Mais rappelez-vous, je ne vais que soulever ou rappeler les notions mathématiques dont on a besoin dans les cours. Quand je parle de maths, ne vous déconnectez pas, ne vous désabonnez pas, ne quittez pas la vidéo. Restez parce que nous allons suffisamment parler de comment ces mathématiques s'appliquent dans ces domaines de l'intelligence artificielle. Souvent, nous entendons parler aux gens, les maths servent à quoi? Malheureusement, moi, j'ai fait les maths quand j'étais au collège ou quand je faisais l'université. Comme plusieurs, je ne comprenais pas à quoi servaient les maths que je faisais. Pour moi, c'était mon objectif ou ma fonction d'optimisation, c'était voilà, apprendre ces maths pour graduer ou avoir mon diplôme. Mais les maths sont beaucoup plus profondes dans tout ce que nous faisons. Et dans ces cas, nous allons essayer d'expliquer les maths et comment ça s'applique dans le domaine du AI étape par étape. Si vous avez une question, veuillez me rejoindre sur ma communauté Discord. Vous pouvez poser votre question en anglais ou en français, peu importe. Et nous allons revenir vers vous ou mettez un commentaire ici sur YouTube et nous allons aussi revenir vers vous. OK? Alors, après avoir parlé de comment l'IA apprend, on va entrer dans le comment créer les données, comment les données se créent, à quoi sert la création des données. Après, nous parlerons d'initialiser les modèles, quel est le modèle qu'on va utiliser pour aider l'ordinateur à découvrir l'addition. Après, nous allons entraîner ces modèles-là, après l'avoir défini. Vous verrez, on ne va pas utiliser des librairies, on va tout faire à la main et vous verrez vous-même comment les modèles fonctionnent. Et finalement, on va utiliser ces modèles pour essayer de lui donner des exemples qu'il n'a pas encore vus, afin qu'on puisse voir s'il a vraiment appris ce qu'on est en train de l'apprendre ou ce qu'on a enseigné. Alors, commençons par la différence qu'il y a entre la programmation traditionnelle et la programmation de l'IA. Dans la programmation traditionnelle, comme vous savez, ou certains, ou si c'est pour la première fois que vous entendez parler de ça, la programmation traditionnelle, on a des règles et les données à l'entrée.
Si vous êtes programmeur, peut-être vous faites du Python ou du Java, vous avez un code qui ressemble à ceci. Donc, vous avez un code qui vous dit, on vous a donné x1 et xc, x2. La règle, c'est nous voulons que vous puissiez additionner x1 et xd. C'est ça, en fait, la somme. Si je te donne deux nombres, j'aimerais que tu puisses me retourner, c'est ça, return. Donc, renvoie-moi le résultat qui est juste la somme entre x1 et xd. En Java, c'est la même histoire. La syntaxe est un peu différente, mais c'est la même idée. Donc, en programmation traditionnelle, c'est simple. J'ai les données d'entrée, x1 et xd, et j'ai la règle, c'est l'addition, les signes d'addition. Donc, tout ce qu'il me faut, c'est additionner les deux. Ça, c'est un problème assez simple, comme on parle de l'addition, mais si vous pensez au problème un peu plus compliqué, les lignes de code sont un peu plus que ça. OK? Alors, c'est intéressant ici parce qu'avec la programmation traditionnelle, on n'a pas à réfléchir, donc on n'a pas à hésiter, on n'a pas à estimer, c'est direct. Donc, par exemple, si on vous donne 2, 3, vous ne réfléchissez pas deux fois, directement vous avez la réponse 5. Si on vous donne par exemple 1, 4, vous n'avez pas à gratter la tête, c'est 5. Donc, au fur et à mesure, tous les exemples qu'on vous donne, la réponse est exacte, elle est précise et pas question de probabilité. On n'estime rien, on sait la valeur exacte. Alors, comment ceci compare à la programmation du AI ou l'intelligence artificielle ou l'apprentissage automatique? Dans l'apprentissage automatique, en entrée, nous n'avons pas de règles. En entrée, nous avons seulement les entrées et les sorties. C'est-à-dire du côté gauche, ce que nous avons en main, ce ne sont que les entrées et les sorties. Et ce que nous voulons alors apprendre, c'est les règles. Comment on peut expliquer cette histoire autrement? Parlons du domaine de la traduction des langues. Ici, je vous parle en français, mais supposons que vous êtes quelqu'un qui parle que de l'anglais, par exemple. Et je vous demande, écrivez-moi un programme de telle sorte que quand quelqu'un vous donne un audio de quelqu'un qui parle en français, veuillez traduire cela en anglais. Pour quelqu'un qui programme, certains d'entre vous ici vont commencer à penser, ok, je vais faire un dictionnaire. À chaque fois que Salomon dit j'ai, je vais dire I. À chaque fois qu'il dit going, je vais dire partir. Ou quelque chose comme ça, où vous allez faire des règles. Mais vous savez, avec ça, c'est que vous ne tenez pas en compte l'accent de la personne. La personne qui parle peut avoir un accent francophone, peut avoir un accent russe, un accent chinois. Et les règles ne peuvent pas marcher. Et même si vous faites des règles, ce serait un programme beaucoup plus long parce que pensez au vocabulaire de la langue française et comment mapper ça au vocabulaire de l'anglais. Donc, d'une façon déterministique, c'est un peu difficile d'avoir déjà la règle qu'il faut pour toujours traduire correctement le français en anglais. Mais avec de l'apprentissage automatique, on n'a pas besoin de la règle. On a besoin seulement des exemples d'entrée et sortie. Je dirais, je vais à l'école et en anglais, je dirais, I'm going to school. Quand je donne les deux exemples à l'ordinateur, je lui dis, apprends à savoir ce qui fait de je vais à l'école et I'm going to school. Une similitude dans ces deux langues mapping, c'est-à-dire dans la langue source qui est le français et la langue target ou la langue de référence ou la langue qu'on veut prédire qui est l'anglais. Donc, on ne va pas donner qu'un exemple, on va donner une série d'exemples en utilisant des gens avec plusieurs accents parce que dans ces cas, on n'a pas de règles à définir. On lui donne que des exemples d'entrée et sortie pour lui dire voici quelqu'un qui a parlé ceci en anglais, voici quelqu'un qui a parlé ceci en français et ceci peut être fait dans plusieurs autres langues. C'est ce qui fait de l'intelligence artificielle une puissance parce que tu ne définis pas les règles. Tu ne fais que donner les exemples entrée et sortie. OK? Dans ce cas, si nous revenons à notre exemple ici de l'addition, tu peux donner à l'ordinateur 0 et 0 parce que tu sais que la somme est égale à 0. Tu lui donnes en entrée 0 et 0, les couples ou les tuples 0 et 0, et en sortie, tu lui donnes 0. Tu vas lui donner 1 et 0, tu lui donnes 1. Tu vas lui donner 0 à 1, tu lui donnes 1. Après, tu vas lui donner 1 à 1, tu lui donnes 2. Et enfin, tu lui donnes 2 ou 3 et tu lui donnes 5. Sans lui dire c'est quoi. Et son objectif, c'est de découvrir l'addition qui nous savons, parce que c'est simple, c'est que nous savons que la formule, c'est x1 plus xd. Mais on ne lui dit pas que c'est ça la formule, on lui demande, on veut que tu puisses toi-même découvrir cette fonction f de x1, xd, de telle façon que, étant donné les x1, xd que je t'ai donné, donne-moi un nombre qui, dans ces cas, doit correspondre au nombre de l'addition. OK? Dans ces cas ici, quand on dit correspondre, c'est vraiment important parce que dans l'apprentissage automatique, on n'a pas la valeur exacte. Contrairement à ce qu'on a vu tantôt, on ne sait pas dire que ça sera exactement 5. On dit, est-ce qu'on peut avoir une réponse qui s'approche suffisamment de la réponse que nous voulons prédire? Par exemple, si pour calculer 2 plus 3, si l'ordinateur arrive à 4,9, c'est un succès. Et nous voyons comment
quantifier ce que ça signifie que ce soit un succès. Parce que c'est rare, souvent c'est une confusion que beaucoup font. Certains qui viennent souvent dans les domaines de la programmation traditionnelle veulent que la programmation du EI soit aussi exacte, mais ce qui n'est pas le cas parce que du EI, il y a les notions de probabilité, il y a les notions d'estimation. OK, voilà un peu ce qui fait la plus grande différence. Revenons en conclusion pour parler des grandes lignes, ce qui fait la plus grande différence entre la programmation traditionnelle et du machine learning ou de l'ordinateur qui apprend par les données. D'une part, nous avons en entrée les règles et les entrées. D'autre part, pour le machine learning, nous avons les entrées et les sorties. Et dans la programmation traditionnelle, nous apprenons et nous donnons directement la sortie, mais dans la programmation du EI, étant donné les entrées et les sorties, nous apprenons la règle. C'est la règle que nous sommes en train de rechercher. C'est des objectifs différents, mais une seule opération. Nous voulons apprendre l'addition, mais d'une façon différente. Okay? La tâche est la même, mais la procédure est un peu différente. L'idée d'avoir de l'intelligence artificielle, ce n'est pas une opération qui est née avec ChatGPT ou Claude. Ce sont des histoires, ce sont des notions que des chercheurs ont commencé à réfléchir dans les années 1900, même avant, à réfléchir sur comment avoir une machine qui réfléchit comme l'homme, une machine qui peut être intelligente, si pas plus intelligente que l'homme. Alors, les idées sont un peu tirées de la biologie, où nous avons des cellules qui sont, ou soit des connexions qui sont dans les cerveaux. Et à partir de ça, les mathématiciens et les biologistes se sont mis en réflexion et sont venus avec des formules. Et c'est comme ça que nous avons dans les noms des réseaux de neurones, il y a neurones, réseau, neurones pour dire que ça a une connexion un peu avec le cerveau. Okay? Ceux qui sont biologistes vont comprendre un peu les mots qu'il y a là sur les slides, mais l'idée générale ici est que nous avons des données en entrée x1, x2, x3 jusqu'à xn, étant donné combien des entrées que nous avons. Et il y a des choses qu'on appelle les poids, ce sont des choses qui affectent les entrées d'une certaine façon afin de nous donner les résultats. Donc c'est un peu des signaux, vous pouvez penser à la biologie avec tous ces termes comme les dendrites, les somas, les cônes axoniques, des choses que je ne connais pas, by the way, je ne suis pas biologiste, mais selon les données que nous avons obtenues, ce sont des choses qui ont motivé la création de ces réseaux de neurones. Okay? Alors, nous sommes sur un chemin où nous savons déjà que nous avons en entrée et nous avons les entrées et les sorties. Nous voulons savoir cette fonction f de x1, x2. Alors, comment nous la trouvons, la fonction? Nous nous basons sur une formule populaire ou une formule qui a été publiée dans les années 1900 qui nous dit que pour une fonction de f, x1, x2, la prédiction de y, qu'on appelle ici y chapeau, peut être vue comme la multiplication du w1 plus x1 plus la WD multiplié par XD, plus les baillés. Les baillés, on peut penser à ça comme un décalage de base. Et l'idée ici du baillé, c'est que si les valeurs de x1 et x2 sont 0, nous voulons avoir toujours la flexibilité pour que la prédiction de y chapeau ne puisse pas être automatiquement 0. Donc, de façon que même si x1 et x2 ont des valeurs 0 à différents moments ou même ensemble, nous avons toujours la possibilité d'avoir une valeur non 0 pour y chapeau. Et cette formule, si vous voulez en connaître plus, vous pouvez voir la référence de la publication qui est là sur les slides. C'est une publication qui a été faite dans les années 1958 et vous avez les liens pour lire un peu les détails sur la motivation de cette formule et comment ça a été inventé. Okay? Alors, nous avons notre formule que peut-être certains considéreront des magiques, mais disons que nous avons une formule y chapeau qui, étant donné deux nombres, un couple de nombres x1, x2, on peut appliquer cette formule pour avoir un seul nombre qui, idéalement, si le programme a appris, doit être notre addition. Okay? Appliquons, nous savons déjà que dans cette équation, il y a des choses que nous connaissons. Nous connaissons x1. Dans notre exemple, x1 est égal à 2, x2 est égal à 3. Alors, ce qui nous manque ici, c'est ces paramètres que nous appelons W1, WD et B. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de les connaître. Nous commençons par hasard. C'est ça la force de l'intelligence artificielle. Tu peux commencer par n'importe quel nombre. Dans ce cas, nous commençons avec une valeur de W1 de 0.14, WD de moins 0.47 et B de moins 0.22. Okay? Étant donné ces valeurs de x1 et x2, nous appliquons la formule et finalement, nous avons un Y chapeau qui est égal à moins 0.37. Intéressant.
déjà, on peut voir que ceci n'est pas égal à 5. Imagine que tu poses la question, c'est quoi 2 plus 3? Et tu dis, oh, c'est moins 1,37. What? Tu seras surpris. Mais c'est normal parce que dans ces cas, on a commencé par des valeurs qu'on a inventées, des valeurs aléatoires. Comme l'ordinateur ignore c'est quoi que nous voulons achever dans cette tâche, nous allons en fait lui dire que nous voulons qu'à chaque fois que tu as des 3, il faut que ce soit 5. Donc, il va apprendre comment changer les valeurs de W et WD pour pouvoir répondre à 5 comme nous le souhaitons. OK? Donc, ici, nous introduisons cette notion de l'erreur parce qu'il faut savoir comparer ce que l'ordinateur nous donne et ce que nous voulons que ce soit. Donc l'erreur ici, ça sera, dans ces cas, on définit ça comme y chapeau moins y, ce qui nous donne moins 6,37. Vous pouvez définir ça n'importe comment, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire, mais pensez à ça, c'est comme une façon de quantifier comment vous avez, à quelle distance que vous avez avec la bonne solution. Supposons que par coïncidence, les valeurs de W1 et WD étaient les bonnes et B, on aurait la valeur de Y chapeau de 5. Donc, vous verrez ici que 5 moins 5 nous donnerait 0 pour nous dire que nous avions exactement une erreur qui est parfaite. Donc, on n'a pas d'erreur du tout. La prédiction est égale à la valeur que nous voulions que l'ordinateur apprenne. Mais dans ces cas, ce n'est pas le cas. Nous voyons que nous avons une erreur de moins 6. Malheureusement aussi, cette erreur n'est pas du tout suffisante parce que souvent, dans le traitement des données, vous n'avez pas qu'un seul exemple de 3. Souvent, il y a plusieurs exemples et vous devez faire l'addition des erreurs. Mais supposez un exemple A ici, où vous avez en entrée 1 et 2. Vous savez, la réponse devait être 3. Mais vous avez un système qui, avec un certain nombre aléatoire, vous donne une prédiction de Y chapeau de A de 5. Alors, votre erreur sera 5 moins 3, qui te donne 2. Supposons que nous avons un autre exemple ici, qui est 3 et 4. Vous connaissez, ça serait 7 comme la bonne réponse. Mais Y chapeau de CB nous donne 5 aussi. Vous voyez que l'erreur est toujours 5 moins 7, ce qui fait moins 2. Malheureusement, quand on additionne ces deux erreurs, ça ne nous donne pas la bonne image que nous voudrons. Idéalement, nous voulons comme les deux A et B ont échoué pour nous donner la bonne réponse avec Y chapeau. Ils prédisent tous 5, mais malheureusement, la bonne réponse pour B devait être 7 et la bonne réponse pour A devait être 3. Donc, mais malheureusement, quand on additionne les erreurs, ça nous donne un 0 comme pour dire que l'erreur est parfaite, ce qui n'est pas le cas. Voilà pourquoi on introduit souvent ce qu'on appelle loss function, okay, ou la fonction de perte. Cette fonction de perte, c'est une fonction qui nous permet d'avoir une erreur qui est positive. Ça peut se définir n'importe comment et souvent les gens préfèrent une fonction de perte qui a quand même certaines propriétés que nous allons voir plus tard, qui nous aident avec quand nous faisons la dérivée, les termes s'annulent pour améliorer un peu ou alléger les calculs. Okay? Mais l'idée ici, c'est qu'on va avoir une valeur positive de telle façon que si on additionne les erreurs, on ne tombe pas dans ces cas où plus et moins s'annulent comme des cas de moins 2 et moins 3 qui se sont annulés ici. Okay? La formule que nous définissons ici pour l'erreur, c'est qu'au lieu seulement de prendre Y chapeau moins Y, dans ce cas, nous allons prendre 1 divisé par D de Y chapeau moins Y, mais au carré. L'avantage avec ça, c'est que s'il y a un moins ou un plus dedans, quand c'est au carré, tout nombre au carré, c'est un nombre positif. OK? Alors, si nous rentrons à l'exemple de A et B, vous verrez ici clairement que la solution de la loss de A sera 2 et la fonction de perte de B sera aussi 2. Alors, quand on additionne ces deux fonctions de perte, on a 4, c'est le comportement qu'on voulait. Alors, ça nous permet de savoir que même si on additionne les erreurs, ça ne s'annule pas. Okay? Si nous appliquons cette fonction de perte ou cette loss function à notre exemple précédent, on a maintenant une valeur positive de 20,29, quelque chose. Okay? Qui nous donne vraiment une estimation de combien loin nous sommes de la valeur désirée, qui dans ce cas devrait être 5. OK, sur plusieurs exemples, l'addition, les mises à jour se répètent, qui produisent en tout cas des fonctions de perte qui essaient de nous donner un signal pour savoir comment nous allons ajuster nos paramètres pour se rapprocher de la réponse idéale. Alors, après avoir fait cet exercice pendant longtemps, idéalement, comme si vous arrêtez pour une minute et réfléchissez sur ce problème, pour toute valeur de x1, x2, si w1 est égal à 1 ou wd égale à 1 et wd égale à 1,
et B égale à 0, en fait, nous avons exactement l'addition. Vous verrez ici que ça va alors être que Y chapeau sera simplement égal à 1 multiplié par X1 plus 1 multiplié par XD plus 0, ce qui nous donne exactement X1 plus XD. Donc, l'ordinateur commence par hasard, mais nous savons, parce que la règle est simple, qu'idéalement, il faudrait que W puisse avoir une valeur proche de W1, W2, 1 et 1, et finalement avec la valeur B qui est égale à 0. C'est très important. Ici, on parle des valeurs de W1, de 1, proche de 1, W2 proche de 1 et B proche de 0 parce que c'est question de probabilité, c'est question d'estimation. C'est la programmation du AI, ce n'est pas la programmation traditionnelle. On n'a pas de valeurs exactes, on s'approche de la solution exacte. Comme dans le cas de la traduction, l'exemple que j'ai donné tantôt, quand vous voulez faire la traduction de l'anglais au français, il n'est pas automatiquement requis que ce soit 100% vrai. Les mots ne se traduisent pas un par un. Vous pouvez dire quelque chose différemment, mais l'idée reste la même. Donc, vous pouvez utiliser différents vocabulaires, même si ça ne matche pas par les règles. Mais l'idée derrière, c'est qu'on communique reste la même chose. Vous verrez que nous allons estimer comment dire la même chose dans une langue comme anglais, si je parle français. Donc, un système du AI est beaucoup plus positionné pour résoudre ces problèmes qu'un système traditionnel. OK? Donc, estimons que nous avons une valeur de W1 qui est égale à 1.000012. Je ne sais pas si j'ai bien dit le nombre de zéros, mais comme vous voyez à l'écran, on a WD qui est de 0.99, proche de 1, et B qui est de 0.011, proche de 0. OK? Alors, pour nos valeurs de 2 et 3, vous verrez ici qu'en multipliant la formule de Y chapeau que nous avons introduite en haut, vous verrez que notre erreur sera maintenant de 0.0032 et notre fonction d'erreur, ou ce qu'on appelle loss function ici, qui nous donne une valeur positive, va être un peu beaucoup plus petite, comme pour nous dire que nous sommes vraiment proches de la bonne solution. Parce que vous verrez, 5.00, c'est pas très loin de 5. OK? Donc, vous verrez qu'ici, après avoir appris, et nous allons voir comment apprendre, nous avons quitté d'une valeur de l'erreur qui était de moins 6.3 vers une valeur qui est maintenant à 0.003. Et si vous verrez en termes de la fonction perte ici, vous verrez qu'on quitte de 20.29 à 0.00005. J'ai probablement oublié un 0 dedans, mais comme vous pouvez voir, c'est un nombre aussi petit qui est tout proche de 0. Alors, la question importante est comment le modèle va découvrir les paramètres W, en commençant par les hasards, comment nous allons nous rassurer et rendre ce modèle capable par lui-même de retrouver les valeurs W1, WD et B qu'il faut pour découvrir l'addition. OK, maintenant que nous avons présenté les modèles et c'est quoi AI, on va entrer dans les détails de comment l'AI apprend. Alors, la clé ici, c'est la fonction perte ou la fonction loss function, parce que c'est elle qui nous dit comment mesurer l'erreur. Rappelons l'exemple, nous avons un problème de 2 et 3 et nous avons que le résultat est 5, mais l'ordinateur disait moins 1.37. En calculant notre fonction loss, nous avons 20. Ça nous dit à quel point on se trompe. Alors, l'objectif, c'est comment minimiser cette valeur parce que nous voulons que la valeur devienne petite. Parce qu'au fur et à mesure que la valeur devient petite, au fur et à mesure, notre prédiction Y chapeau se rapproche de la vraie valeur qui est 5 ici. C'est ici que la première notion mathématique que nous allons se rappeler sont des notions de dérivées partielles. Dans les dérivées partielles, je me rappelle quand je prenais ces cours à l'université, je ne comprenais pas trop combien les dérivées partielles pouvaient être importantes dans la vie. Je les faisais seulement pour calculer l'exercice intellectuel. Mais les dérivées partielles, dans ces cas, c'est elles qui nous dirigent dans quelle façon il faudrait que nous puissions modifier W de façon que la fonction de perte puisse être minimisée. Okay? Alors, façon, vous pouvez réfléchir à ceci, c'est penser un peu. Je me rappelle quand j'étais jeune, mon père a écouté beaucoup RFI, ces chaînes sur sa radio. Il avait une radio un peu traditionnelle où il devait utiliser ses boutons pour essayer de trouver l'onde qu'il faut pour écouter la chaîne. Et c'était intéressant de voir quand il cherchait, quand il allait trop vite, il va rentrer un peu derrière. C'est le même exercice qui se passe avec l'intelligence artificielle dans ces cas, parce que vous êtes en train de rechercher les paramètres W1, WD et B qu'il faut afin
que votre fonction de perte soit minimisée. Donc, c'est la même chose qui se passe. Ici, on n'a pas qu'un paramètre, on a W1, WD. Et ce changement et la façon de changer ça, c'est exactement ça que la dérivée partielle nous aide, parce que la dérivée partielle, en quelque sorte, nous dit combien le changement de W1 est en train d'affecter notre fonction de perte. C'est la dérivée partielle de L par rapport à W1 en termes courants. C'est ce que ça signifie. Okay? Alors, la dernière piste de la magie ici, ou la dernière piste de l'équation, c'est cette formule du gradient descend, ou les gradients, une formule qui a été introduite par Cauchy, et ça permet de pouvoir savoir comment mettre à jour W, parce qu'on a commencé aléatoirement, après avoir utilisé la dérivée pour savoir comment il faut la changer, comment nous changeons la valeur de W afin de pouvoir avoir un W qui se rapproche à minimiser notre valeur de L. Et après avoir fait ces opérations plusieurs fois, nous finalement obtenons des valeurs W1 de 1 ou proche de 1, valeur WD proche de 2, de 1 et finalement les valeurs de B proche de 0. OK? Alors, la descente du gradient déplace chaque paramètre d'un petit pas dans le sens opposé de son propre gradient. C'est la règle de Cauchy qui a été introduite en 1947. C'est un bon paper, une bonne publication qui est écrite d'ailleurs en français sous le titre Méthode générale pour la résolution des systèmes d'équations simultanées. Si vous êtes intéressé, passionné des maths, vous pouvez trouver ces PDF sur le site de l'Université de Waterloo. Vous pouvez télécharger ça et avoir du plaisir à lire. Et voilà. Mais nous tenons cette idée et nous appliquons ça dans nos trois paramètres. Donc, nous avons le premier paramètre de W1 qui est égal à l'ancien W moins LR, qui est ici les taux d'apprentissage, en anglais learning rate, voilà pourquoi ça s'appelle LR. Et puis on a dérivé partielle de L par rapport au premier paramètre. Et on fait la même chose pour le deuxième paramètre WD et B. Alors, c'est quoi ces LR? Ces LR, c'est les taux d'apprentissage. C'est justement un petit nombre positif qui est choisi avant l'entraînement. On les fixe souvent. Et dans ce cas, on va les fixer à 0.1. C'est un petit nombre qui affecte seulement combien de fois ce changement est important. C'est comme un coefficient devant la dérivée partielle. Alors, nous avons toutes les pièces pour pouvoir permettre à cet ordinateur de redécouvrir l'addition. La seule pièce ou les trois pièces qui nous manquent, c'est exactement les dérivées partielles de notre fonction de perte, notre fonction loss, par rapport à W1, dérivée partielle de la fonction par rapport à WD, dérivée partielle de la fonction loss par rapport à B. Parce que dès que nous avons ça, nous serons alors capables de calculer la nouvelle valeur de W1, la nouvelle valeur de WD, la nouvelle valeur de B. Et dès qu'on a ça, on a exactement tout ce qu'il faut afin de ramener ces valeurs, si possible, aux valeurs proches de 1, 1 et 0. Voilà. Nous rappelons tous ces nombres que nous connaissons déjà. x1, 2, x2, 3, y5. Appliquez la formule, on a moins 1.38 et vous verrez cet écran bleu qui va souvent nous servir d'un tableau de rappel où nous gardons les valeurs que nous connaissons déjà, que nous avons déjà calculées dans le passé. Okay? Alors, nous ajoutons aussi la fonction erreur et la fonction de perte que nous connaissons, la valeur était déjà 20 tantôt. Alors, l'objectif ici, c'est que nous voulons calculer la dérivée partielle de la fonction de perte par rapport à W1. Mais avant de calculer ça, j'aimerais ici rappeler la première notion mathématique. Comme j'avais promis depuis le début, on va toucher à certaines notions mathématiques petit à petit seulement pour comment ça s'applique sur les problèmes que nous faisons face. Dans ce cas, si on veut calculer la dérivée partielle d'une fonction qui est à son tour une fonction d'une autre, on applique ce qu'on appelle la règle de la chaîne. La règle de la chaîne, comme vous voyez ici, c'est une chaîne qui vous dit la dérivée partielle de f par rapport à u peut être vue comme la dérivée partielle de f par rapport à g, parce que f dépend directement de g, et maintenant g par rapport à u parce que u se trouve dans g. En appliquant cette formule dans notre première équation, comme nous voulons calculer la dérivée partielle de L par rapport à W1, ça sera donc la dérivée partielle de L par rapport à E. Pourquoi? Parce que L, c'est en fait une fonction de E. Comme vous voyez, L, on l'a défini comme 1 divisé par D de Y chapeau moins Y, que nous avons appelé E ici. Donc, pour aller, on va faire la dérivée partielle de L par rapport à E.
Et à l'intérieur de E, nous avons Y chapeau et Y. Si on faisait Y, on ne va pas trouver W dedans, donc on va faire Y chapeau. Donc, ce sera la dérivée partielle de Y chapeau divisé par rapport, dérivée partielle de E par rapport à Y chapeau. Et à l'intérieur de Y chapeau, vous allez vous rendre compte qu'on a W. On va alors appliquer la dérivée partielle de Y chapeau par rapport à W1. Donc, vous verrez ici la règle que j'ai introduite, la règle de la chaîne. Ici, on l'a appliqué seulement en deux étapes, mais dans ce cas, on a appliqué ça 3 fois. Donc, on peut appliquer ça aussi plusieurs fois qu'on le veut, mais l'idée reste la même. Okay? On va faire la même chose pour WD et B. Alors, focalisons-nous pour un peu avoir un nombre exact pour la dérivée partielle de notre L ici par rapport à W1. Avant d'aller encore plus loin, j'aimerais vous rappeler la règle de puissance. Donc, quand on a la dérivée partielle d'une variable à la puissance n, c'est exactement cette puissance multipliée par la variable à la puissance n-1. OK? Et finalement, un dernier rappel ici, c'est que nous avons la dérivée partielle d'une somme. C'est exactement la somme des dérivées partielles. Donc, voilà pourquoi la dérivée partielle par rapport à u de f de u plus g de u, c'est exactement la dérivée partielle de f par rapport à u plus la dérivée partielle de g par rapport à u. Et la dérivée partielle de CU, en considérant que C c'est une constante, C peut sortir à l'extérieur, ce qui fait que la dérivée partielle d'une variable par rapport à elle-même nous donne 1, mais la dérivée partielle d'une variable par rapport à une autre, par rapport à une constante, nous donne 0. OK? Et je vais vous dire exactement comment ces règles s'appliquent dans notre cas ici. Donc, je vais bouger notre tableau et bouger mon visage ici. Voilà, j'espère que c'est clair. Mais commençons par se focaliser sur la première partie, la dérivée partielle de notre fonction perte par rapport à e. Nous savons que la fonction perte, c'est 1 divisé par 2 de e à la puissance 2. En appliquant la règle de puissance, le 2 va descendre. C'est ce que vous verrez ici. D'abord, avant d'appliquer ça, 1 divisé par 2 peut être vu comme une constante. Il sort de la dérivée. Donc, la dérivée nous reste seulement dérivée partielle par rapport à e de e au carré. Alors, on applique la règle de puissance. Le carré descend. Et ici, ça sera d moins 1. Et les 2 s'éloignent et ça peut s'annuler parce que d divisé par 2, c'est 1. Alors, d moins 1 nous donne 1. Donc, cette première partie, la dérivée partielle de L par rapport à E, la valeur est exactement E. Et nous connaissons la valeur de E, c'est moins 6.37. Voilà pourquoi nous avons moins 6.37 ici. Deuxième étape, la dérivée partielle de E par rapport à Y chapeau. C'est cette partie ici. Dérivée partielle par rapport à Y chapeau, c'est Y chapeau moins Y, parce que c'est ça la valeur de E, Y chapeau moins Y. En appliquant ça, la somme, la dérivée d'une somme, voilà, ici c'est la soustraction, c'est la même règle, c'est la somme des dérivées. Voilà pourquoi on fait la dérivée partielle de Y chapeau par rapport à Y. Dérivée d'une variable par elle-même, on a introduit ça en haut, ça nous donne 1. Voilà pourquoi on a 1. La dérivée partielle d'une variable par une autre qui peut être vue comme une constante, ici nous donne 0. Donc, toute cette partie nous revient à la valeur 1. Donc, la deuxième partie ici, la dérivée partielle de E par rapport à Y chapeau nous donne exactement 1. Finalement, la dérivée partielle de Y chapeau par rapport à W1, nous allons appliquer encore la règle de la somme des dérivées et les constantes x1 et x2 vont sortir. Ici, la dérivée partielle d'une variable par elle-même nous donne 1. La dérivée partielle d'une variable par une autre nous donne 0. Voilà pourquoi x2 doit être multiplié par 0, ce qui va nous donner 0 ici. Et b, ce n'est pas une fonction de W1, ça nous donne 0. Et finalement, on reste seulement avec x1. Donc, toute cette partie, la dérivée partielle de notre fonction perte par rapport à W1, la réponse, c'est E x1. Nous connaissons x1, c'est 2. Donc, ce qui fait que toute cette partie ici, la réponse, c'est moins 12. Le même calcul s'ensuit pour la dérivée partielle de L par rapport à W2. C'est les mêmes maths. Si vous voyez une erreur, veuillez m'écrire sur notre compte Discord ou sur les commentaires de cette vidéo, ce qui est plus facile pour vous, et on va revenir pour répondre ou corriger s'il y a une erreur. Et finalement, c'est la même règle qui s'applique aussi avec la dérivée partielle de la fonction perte par rapport à B. OK. Là, nous avons tout ce qu'il fallait pour mettre à jour les valeurs de W1 et WD. Appliquons maintenant cette formule. Nous savons la valeur ancienne de W1 que nous avions avant ici, c'est
0.13, comme vous voyez ici. La valeur de WD, c'était moins 0.47. En appliquant la formule, on a l'ancienne valeur multipliée par 0.1 moins 12, parce que c'est la valeur qu'on vient de calculer. Ça nous donne 1.14. Vous verrez déjà que ça commence à se rapprocher de 1. Ça a commencé par 0.13, mais c'est déjà 1.14. Intéressant. WD, même chose. Appliquer la formule, ça donne 1.44. Intéressant. B, c'était d'ailleurs moins 0.22, mais vous verrez que c'est déjà 0.41. C'est rapproché de 0. Donc, l'ordinateur est en train d'apprendre. Il a commencé du hasard, mais il commence maintenant à faire ce qu'on appelle educated guess. Ça commence à avancer dans la direction selon la poussée des données, en apprenant mathématiquement avec les signaux que les dérivés partiels fournissent. Okay? Donc, dérivés partiels, ce n'est pas quelque chose pour l'école seulement. Ça s'applique dans la vie. Ici, c'est seulement dans les cas de l'intelligence artificielle, mais dans la physique, dans beaucoup de domaines, ces notions sont très importantes et gouvernent les choses qu'on interagit avec tous les jours, mais seulement que personne ne nous en dit, que ces notions que nous avons apprises sont importantes. Je vois des vidéos tantôt quelqu'un dire « Oh, tu as étudié beaucoup de maths, ça te sert quoi dans la vie ?» Souvent, c'est quelqu'un qui, ce sont des gens qui n'ont pas eu l'opportunité de comprendre comment ces mathématiques se traduisent dans la vie pratique. Parce que toutes notions que vous avez appliquées ont une application. Malheureusement, on n'a pas toujours la chance de pouvoir éclairer sur ça. OK? Voilà. Alors, finalement, une illustration qui est intéressante ici, c'est que cette règle du gradient qui descend, c'est une règle qui te permet d'une façon pour garder un peu dans ta façon de réfléchir comme illustrer cette idée. C'est comme quelqu'un sur une montagne avec des yeux fermés, mais il est censé descendre. On lui dit, la dérivée partielle lui dit, et voilà, pour la pente, tu peux penser à des dérivées partielles comme les points de tes pieds qui est en train de vouloir un peu jauger autour de la montagne pour savoir est-ce qu'il y a un endroit qui descend, pour savoir si tu peux te retrouver à descendre d'une montagne avec des yeux fermés. Donc c'est exactement un peu l'intuition derrière ça. Est-ce qu'avec tes yeux bandés d'une montagne, est-ce que tu peux ressentir la pente sur tes pieds et utiliser ce signal-là pour pouvoir redescendre et se retrouver en bas. Donc, c'est ça un peu la motivation du gradient descend en utilisant les dérivés partiels. On arrive à estimer, à faire des pas. C'est ça le learning rate qui nous aide un peu pour savoir combien ces pas doivent être pour arriver à une valeur optimale ou une valeur suboptimale de nos paramètres. OK? Alors, évoluons pour la prochaine étape. On a compris comment les AI apprend. On a même vu un exemple un peu pratique comment les AI a appris à pouvoir mettre à jour ces paramètres. Alors, c'est quoi les données que nous allons utiliser ici? Nous allons avoir des données que j'ai créées manuellement ici, mais idéalement dans ces domaines de AI, les données doivent être aussi proches de votre domaine. Si vous êtes en train de faire la traduction dans le domaine médical, du français à l'anglais, n'allez pas utiliser les données de la Bible ou les données du Coran ou les données religieuses ou les données, je ne sais pas, de la politique pour entraîner un réseau dans ces domaines-là. Il faut utiliser vraiment un réseau qui parle des domaines dans lesquels vous voulez que les modèles puissent œuvrer. OK? Dans ce cas, l'exemple que nous avons pris est intéressant. On a pris seulement 5 exemples. Idéalement, les données doivent être beaucoup plus grandes. 5, c'est seulement parce que nous sommes en train de faire une démonstration. J'ai choisi intentionnellement parce que ça nous permet de comprendre que la mise à jour des paramètres dépend aussi de la distribution ou comment les données sont. Pour x1, x2 qui est 0, 0, les valeurs W1 et WD ne sont pas affectées à l'apprentissage. C'est seulement B qui change parce que W1 et WD seront à 0 si vous vous rappelez la formule. Pour x1, x2, pour x1 qui est 1 et x2 qui est égal à 0, c'est seulement W1 et les baillés qui bougent. Pour x1, 0, x2, 0, c'est seulement WD et les baillés. Mais dans les cas où les deux nombres sont positifs ou négatifs, tous les paramètres vont bouger. Donc l'idée ici, c'est j'ai pris ces datasets ou ces données pour vous faire comprendre comment les données affectent l'apprentissage. OK? Voilà. Autre chose, c'est la distribution des données. Ce minuscule jeu de données est juste pour notre démonstration, notre Hello World, notre introduction. Mais ça capture exactement les relations que je voulais expliquer ici. Il faut savoir qu'un bon modèle doit trouver un bon équilibre dans les données. Donc, vous pouvez avoir les meilleures données possibles, mais si votre modèle est incapable, ça ne va pas aider. OK? Donc, je vois des gens aujourd'hui, on est en train d'utiliser du RAG,
de RAG un peu plus avancés, beaucoup de nouvelles techniques de l'ingénierie. Mais il faut savoir que quand un modèle est incapable dans ses paramètres, il n'y a pas une technique du RAG qui va lui permettre de devenir puissant. Donc, il faut changer les paramètres du modèle afin qu'il puisse être capable de faire votre tâche. Et dans ce cas, c'est comme ça que nous parlons de ce domaine de underfitting, overfitting ou properly fit. So, underfitting, c'est quand vous avez des données compliquées, mais votre modèle est simple. Comme le modèle ici, c'est un modèle d'équation que je vous ai donné, cette équation de W1 multiplié par X1 plus WD multiplié par XD plus B. C'est un modèle simple si nous voulons prédire la formule de la multiplication. Supposons que ce n'était pas l'addition que nous voulons faire ici. Nous voulons entraîner un modèle pour qu'il découvre la multiplication. Si vous appliquez tout ce que je vous ai appris ici, ou nous sommes en train de partager ici, ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a pas possibilité pour ces modèles d'être capables d'apprendre la règle de multiplication. Okay? C'est comme l'illustration que je dirais que j'ai appris quand j'apprenais du machine learning. C'était, supposons que tu dois tuer une moustique ou une mouche. Pourquoi tuer une mouche d'ailleurs? Une moustique te pique et tu veux tuer une moustique. Et au lieu de tuer une moustique, tu prends du bazooka ou soit une roquette pour tuer une moustique. Donc, c'est ça ce qu'on appelle overfitting. C'est-à-dire que le problème est petit, mais toi, tu prends un modèle le plus grand LLM pour pouvoir corriger l'orthographe de ton message que tu vas envoyer à ton boss. Il peut faire plus que ça. Est-ce que c'est du overfitting? Je ne dis pas ça, mais je suis en train de dire que overfitting, c'est quand un problème est simple, mais tu as un modèle puissant. Ce qui se fait, c'est que les modèles mémorisent les problèmes au lieu d'apprendre. Underfitting, c'est quand les données sont compliquées, mais tu as un modèle simple. Et là, peu importe ce que tu fais, le modèle n'est pas capable. Ce que nous voulons, c'est appropriate fit. Donc, un modèle qui est capable de se marier ou comprendre la distribution des données sans pourtant overfit ou underfit. OK? C'est une notion qu'on va peut-être revenir plus tard sur ça. OK, nous sommes en train de finir alors que nous allons passer dans l'initialisation du modèle. Le modèle, en fait, c'est la même chose qu'on a parlé ici en mathématiques, mais on va faire de ça en code. Ici, on n'utilise aucun library, c'est pour démonstration. On veut que chacun d'entre nous puisse comprendre un peu comment tu vas définir ça. Si vous êtes familier avec Python, comme on va utiliser des données aléatoires, c'est important de pouvoir configurer un seed. C'est une variable qui reste la même, de façon que quand vous faites des données aléatoires, vous avez toujours les mêmes variables. Alors, comment nous définissons cette fonction? C'est seulement une classe qui, quand vous l'initialisez, il vous donne des valeurs W1, WD et B aléatoirement. Et comme on a fixé les seeds, ça va être égal aux valeurs qu'on a utilisées tantôt. Okay? Et on a la valeur x1, x2 de 2 et 3. Et la prédiction, sans avoir rien fait encore, donc c'est-à-dire que seulement avec les variables aléatoires en commençant, nous connaissons déjà la réponse. Ça va nous donner quelque chose de moins 1.37 parce que forward ici, ou la fonction qui calcule vraiment, étant donné les entrées et les sorties, qui utilise la formule ici qu'on a parlé depuis le début de ce cours, c'est seulement cette même formule mathématique que nous mettons en code ici. C'est la même chose. Okay? Voilà, nous avons défini notre modèle. C'est le moment d'entraîner le modèle. OK? Serrez la ceinture parce qu'ici, ce n'est que l'entraînement. Donc, on va exécuter du code. Avant cela, j'aimerais introduire ou expliquer ce qu'on appelle époque. Je ne sais pas s'il y a un mot français pour époque. L'époque, en fait, c'est combien de fois vous avez vu votre jeu de données complet. OK? Notre jeu de données, c'est dans ce cas, c'est 5, mais ne faites pas ça professionnellement. Professionnellement, les jeux de données doivent être beaucoup plus grands que ça parce que nous voulons une donnée. C'est une donnée. Nous voulons les données qui sont représentatives des domaines dans lesquels nous travaillons, mais aussi qui sont divers. Donc, on a besoin de beaucoup de données. Comme dans l'exemple de la traduction du français à l'anglais, on veut plusieurs accents, plusieurs personnes parlant de plusieurs sujets. Comme ça, le système peut apprendre comment traduire généralement quand quelqu'un parle de l'anglais, du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Okay? Époque, c'est le nombre de fois, pour notre cas ici, nous avons 5 exemples, donc le nombre de fois que nous allons voir tous les 5 exemples. Donc, comme on a époque à 5, c'est-à-dire qu'on va voir 5 multiplié par 8 qui fait 40. Donc, ce qu'on appelle étape ou step,
ce sont les nombres de fois que nous avons vu un exemple. Donc, notre step à la fin sera de 40. OK? Learning rate, on a déjà parlé, on l'a mis à 0.1. En commençant par époque de 1, nous avons x1 qui est égal à 0, xd qui est égal à 0, y qui est égal à 0. En appliquant ça, on a les valeurs de W1, WD et B que nous connaissons, moins 0.14 en arrondissant, moins 0.46 et moins 0.23. Y, on a la valeur ici de moins 0.22.50. Pourquoi? Parce que quand on applique X1 multiplié par W1, plus vous faites les calculs, ça donne exactement ça. C'est un peu différent avec ce qu'on avait avant, parce que notre exemple était 2 et 3, mais dans ces cas, c'est 0 et 0. OK? Intéressant, ici, vous allez vous rendre compte qu'en appliquant ça, comme x1 et xd sont 0, w1 et wd vont être 0. Donc, idéalement, notre règle qui update les paramètres va seulement bouger les b, il ne va pas bouger w1 et wd parce qu'ils sont tous 0. On va voir ça en pratique. OK? En appliquant la dérivée partielle de la fonction de perte par rapport à w1, nous connaissons la formule, c'était e multiplié par x1. On a les valeurs de e. Dans ce cas, c'est moins 0.0D53 multiplié par x1 qui est 0. Donc, tout ça devient 0. Et finalement, b qui est seulement e qui est égal à y chapeau moins y qui nous donne moins 0.22. OK? Et quand on fait la mise à jour exactement, on a quitté de moins 0.22 à moins 0.20. Mais vous allez remarquer que notre W1 et WD n'a pas changé du tout. Pourquoi? Parce que notre exemple était fait de 0 et 0. Si nous évoluons ici, je vais évoluer pour passer au deuxième exemple. Dans le deuxième exemple, vous allez voir ici, step, maintenant c'est égal à 2. Certaines valeurs vont rester sans être update, mais vous allez voir au fur et à mesure qu'on évolue dans ces deux, l'erreur change, les dérivées partielles, les valeurs changent. Maintenant, la dérivée partielle de W1 n'est plus 0 parce que x1, la valeur c'est 1, mais c'est la dérivée partielle de WD qui est égal à 0 parce que notre xd est égal à 0. Et le bias aussi va changer de moins 0.2250 à maintenant moins 1.0630. OK? Ça, c'est dans l'étape 2. En faisant la mise à jour des paramètres, vous allez vous rendre compte que dans ce cas, pour l'étape 2, B a changé, W1 a changé, mais WD n'a pas changé. WD change à la troisième étape. Pourquoi? Parce qu'à l'étape 3, on a maintenant un exemple de 0, 1. Donc, x1 va être 0 parce que x1 est 0, w1, cette expression va devenir 0. On fait le même calcul ici, comme vous l'avez deviné. La dérivée partielle de L par rapport à W1 devient 0. La dérivée partielle de L par rapport à WD est moins 0.57. Donc, cette fois-ci, si on revient sur la mise à jour ici, W1 n'a pas changé. W2 et B, seuls les deux ont changé. OK? On va refaire les mêmes calculs. Je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement. Comme je vous ai dit, on a 40 étapes. On va encore faire l'étape 1, 1. On va faire D3. Au fur et à mesure, vous allez voir les choses, comment ça s'applique. Parfois, il n'y a que W1 et B qui changent. Parfois, il n'y a que W2 et B qui changent. Parfois, les trois changent dans les cas où les entrées sont tous non zéro. Au fur et à mesure, on arrive à 13. Et remarquez quelque chose. W1 et WD restent au voisinage de 1. Donc, c'est au fur et à mesure qu'on apprend, ça comprend qu'avec ces données, il faut que je sois au plus proche de 1 pour minimiser mon erreur. Donc, le plus grand problème ici, c'est B qui est encore un peu plus grand, mais nous voulons que B puisse descendre pour avoir une valeur de 0.0 quelque chose, parce que c'est ça qui va nous permettre de minimiser l'erreur alors qu'on avance. Donc là, nous sommes à l'étape 28, 29, on continue, on se rapproche de 40 à 31. Vous allez remarquer que petit à petit, la valeur du bail va commencer à diminuer. C'est déjà moins 9, c'est maintenant moins 8, moins 9. Ça monte, ça descend. Au fur et à mesure, W1 et WD aussi sont en train de changer au même moment parce qu'ils sont aussi affectés par tout ce qui se passe dans l'apprentissage. Finalement, vous allez vous rendre compte qu'après 40 étapes, la valeur de W1 va être de 0.007, WD va être de 0.97 et B va être de 0.07. OK? Nous avons entraîné un réseau de neurones ensemble, en main, sans aucun package. C'est le moment de prendre une pause et taper les mains pour vous-même. Bon boulot, ça c'est très bon fait. J'espère que vous avez
compris les fondamentaux alors que nous avons entraîné ces modèles. Et maintenant, nous allons essayer d'exécuter ces modèles. C'est la dernière étape. Hein. On est en train de finir. Vous avez W1 appris de 1.01, WD appris de 0.98 et B de 0.07. So, en l'appliquant sur quelques exemples, on n'a que 3 exemples, 1 et 3, 10 et 20, et -2 et 5, qui est intéressant parce que dans notre jeu de données d'entraînement, on n'avait pas les signes moins, mais le système a dû apprendre parce que c'est un problème simple. En appliquant 1 et 3, le forward va aller avec les paramètres que nous avons appris. Ce n'est plus un paramètre par hasard. La réponse nous donne 3.03. Impressionnant, n'est-ce pas? Avec ces paramètres, nous savons que la bonne réponse de 1 et 3, c'est 3, mais notre système a une erreur de 0.03. Donc, très proche, toujours en train de faire des progrès. Si on prend 10 et 20, même chose, on va dans forward, appliquer les paramètres appris, on a 29.69. Très proche des 30 comme nous l'estimons, comme nous connaissons bien l'addition entre 10 et 20. Finalement, on a -2 et 5, qui est peut-être le plus intéressant dans ces cas. La formule est appliquée. Nous savons que la réponse devait être 3, mais le système nous donne 2.94, encore très proche. Donc, le système a exactement appris. OK? Le tableau final est là pour vous montrer combien la prédiction n'était pas trop loin de la valeur exacte et l'erreur absolue obtenue. OK? Donc, le modèle linéaire fourni et les lignes indépendantes en formation ont permis l'entraînement d'identifier les coefficients propres de l'addition. Donc, cette généralisation n'est ni magique, ni une simple mémorisation. Donc, le système a appris. Alors que nous concluons, nous sommes en train de conclure, je voulais poser sur ces scènes. Aujourd'hui, vous entendrez parler des réseaux de neurones. Ce qu'on a appris ici avec vous, c'était un petit réseau de neurones qui était fait de X1, XD, W1, W2 et B. Vous pouvez les voir comme ces petits réseaux de 3 paramètres. Mais quand vous entendez parler de OpenAI qui a release un nouveau modèle, Mixtral qui a release ou publié un nouveau modèle, Queens ou n'importe quelle startup qui a à l'extérieur release les modèles, ils vont toujours vous dire c'est un modèle de 2 billion parameters, 1 million de paramètres ou quelque chose comme ça, peu importe le nombre de paramètres qu'ils ont. En fait, ces paramètres, ce sont des W1, WD ou quelque chose de similaire qui est en train de retenir l'intelligence que l'ordinateur a appris en ayant vu beaucoup de jeux de données. Donc, la façon dont tu peux comparer, c'est on a commencé avec un exemple de 3 paramètres, on a fait beaucoup de maths pour dériver tout ça, mais pense à faire la même chose maintenant pour beaucoup de paramètres. Les réseaux modernes aujourd'hui, comme du ChatGPT et du Claude, en fait, ce sont beaucoup de paramètres, ce sont les mêmes règles, les mêmes techniques, mais une plus grande montagne à gravir, beaucoup plus de mathématiques. Et on ne les fait pas à la main. Souvent, on utilise des packages comme PyTorch et TensorFlow. On aura une vidéo peut-être prochainement pour parler de ça, comment ces packages nous aident à ne pas faire ces maths à la main. Mais c'est important de les faire au moins une fois à la main pour comprendre ce qui se passe derrière. OK? Alors, voici ce qu'il y a à retenir ici. Le code classique, vous écrivez les règles, vous avez les données d'entrée et de sortie. Mais avec l'apprentissage automatique, la machine découvre les règles par elle-même. Le cas de la traduction automatique, la machine découvre c'est quoi traduire les français en anglais. Donc, AI aujourd'hui, c'est une montagne de mathématiques. Donc, ce n'est pas seulement une magie ou quelqu'un qui est assis de l'autre bout du monde en train de vous répondre. Non. Quand vous écrivez à votre chat GPT ce soir ou ce matin, vous êtes en train d'interagir avec les dérivés partiels qui vous écoutent d'une façon ou d'une autre et qui vous répondent. Donc, ce sont les maths appliquées qui ont compris votre requête selon vos préférences et vous répondent. Il y a beaucoup de choses derrière, mais c'est ça l'idée de ce qui se passe. En fait, apprendre, c'est mesurer l'erreur et les corriger sans relâche. N'est-ce pas similaire à la façon dont nous apprenons comme humains? Des fois, on fait des erreurs, on apprend des erreurs, et parfois, on apprend des erreurs des autres. Alors, merci. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant et de nouveau dans ces cours. Si vous avez des questions, veuillez m'écrire. Vous pouvez me trouver sur X, sur notre compte Discord, mais aussi en commentaire. Je fais l'effort de répondre aux commentaires et je reviendrai vers vous. À la prochaine occasion,
J'espère que vous avez aimé le contenu. Si vous voulez quelque chose de similaire pour d'autres domaines, nous parlerons certainement. Je suis en train de préparer quelques introductions à comment l'ordinateur voit ou du computer vision, comment l'ordinateur parle, du speech recognition, mais aussi comment l'ordinateur interagit avec les données des écrits, qui est même ma spécialité. J'ai une thèse dans le domaine du traitement des données ou Natural Language Processing. Je vais aussi parler de ça, donner une introduction, mais aussi des données avancées ou des domaines avancés ou des concepts un peu plus avancés pour ceux qui sont intéressés. Alors, merci beaucoup. Si vous nous avez trouvé pour la première fois, veuillez vous abonner. Cliquez sur la cloche pour vous rappeler à chaque fois que nous sommes en ligne. Mais aussi, nous avons une chaîne WhatsApp. Si vous êtes sur WhatsApp, gardez notre chaîne, rejoignez notre chaîne pour recevoir des nouveautés et même si vous avez besoin du code, de ce qu'on a fait pour pouvoir, si vous êtes déjà codeur, vous voulez jouer avec ces problèmes d'addition vous-même, écrivez-nous. On va vous envoyer du code pour que vous puissiez exécuter ça sur votre propre ordinateur. OK? Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao.